On peut y aller, Rav. On y va. Alors bonsoir tout le monde, messieurs, mesdames, puis bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire. Toujours content de pouvoir enseigner la Torah, de répondre les halachot. Vous savez que dans le Tanya, les parties du Tanya que l'on lit ces derniers jours, on insiste sur le fait Kol Hashone halachot, baba, et l'Admor Zaken, il demande pourquoi les halachot plus qu'autre chose. Le Limud Torah, c'est quelque chose de tout à fait, c'est une histoire extraordinaire. Pourquoi les halachot? Bikitsu, après toutes les discussions talmudiques que l'on peut faire et entre les Rishonim et les Acharonim, etc., quand on arrive à un psak clair, à une décision claire dans l'Acha, alors on fait appel donc les parties les plus hautes de Dieu, donc on amène dans ce monde lorsque on les étudie. Donc c'est très très important de connaître la psukot. Bien sûr, il y a très souvent il y a des divergences d'opinion, certes, il y a des klalim dans la Torah, c'est les harav, Istalek Minasafek. Fais-toi un rave et il t'enlèvera du doute, lui il prendra sur lui de faire tel chicote. C'est connu chez la Chassid Chabad, notre rave c'est l'Admor Zaken, donc on fait comme l'Admor Zaken. D'autres font plus comme le Mechaber, comme le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, donc on le ramasse, c'est connu. En tout cas, on fait un rave, on le suit, et comme ça on enlève le Safek, et là on amène la Eloku dans le monde, on amène Dieu dans ce monde. C'est du limoud donc, qui nous attache à Dieu et qui fait appel aux parties les plus hautes. Regardez, donner un cours de Tania là-dessus, qui amène les plus hauts du divin, du Keter, etc. dans ce monde. Donc voilà l'importance de l'étude de l'Alaha. Et c'est connu que, en général, les femmes en particulier, elles ont un attachement, elles aiment particulièrement les halachot claires, pratiques, pour elles permettre de vivre donc avec le Ratzon Hashem, avec la volonté divine. Quelques mots, comme d'habitude, sur les news, les nouvelles. Les nouvelles, ça veut dire que nous enseigne la paracha. Shabbat, on a lu dans Vayera la Kadet Yitzhak. La Kadet Yitzhak a fait, dans ses commentaires, coulé beaucoup d'encre. Je vais venir sur un qui me paraît fondamental, tout simplement parce que il nous explique la profondeur et la grandeur de la Kadet Yitzhak. Quelque chose de simple. Dans toutes les générations, on a été amené donc à nous sacrifier, l'histoire de Hana qui a sacrifié tous ses enfants pour ne pas céder devant l'ennemi, ne pas se prosterner. Et cette force, nous la tenons de Abraham. En quoi donc Abraham nous a fait hériter donc cette force de Misérut Nefesh absolue et jusqu'à l'absurde, à savoir être prêt à sacrifier son fils, son fils, son unique, Beno Yechido. Nous dit il dit, il emploie le mot na, je t'en prie. Il est mitranen auprès de Abraham et lui dit maintenant, je te demande de surmonter ce Nisayon terrible. Après les 9 premiers que tu as surmontés, la fameuse fournaise ardente avec le Nimrod, il est tombé dans le feu, il est sorti miraculeusement vivant. Il a quitté son pays, il était dans un pays où il y avait la famine, le kidnapping, je veux dire l'enlèvement de sa femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire votre femme qui est prise dans le palais du roi. Dans quel état ils vont vous la rendre, si vous la rendent. On ne s'imagine pas toutes ces épreuves qu'a surmonté Abraham Avinu. Et Dieu il lui dit, là je te demande de surmonter celui-là. Pourquoi? Parce que les gens vont dire que si celui-là tu n'arrives pas à le surmonter, donc en mamash, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien dans les 9 premiers. Voilà l'histoire. Et les Mefarchim de s'étonner, dire, j'arrive à surmonter 9 épreuves, donner ma vie, la fournaise ardente, on m'enlève mon épouse, on les met dans le palais de gens, je fais Zima vraiment très très bas dans leur meurtre, un palais de famine,
toutes les épreuves, tout ça, c'est rien. Ok. J'ai envie de vous dire, tu passes un MIFRAN, tu passes un examen. Euh, Tu as 9 sur 10 à l'examen. Alors ici, tu n'as pas 10 sur 10, c'est nul. Non, non. C'est 10 sur 10 ou zéro. On a vu ça. C'est quoi cette mathématique, cette bonne-là? C'est pas juste quelque part. On croit le dixième, il donne toute sa force aux 9 premiers, à tel point que sans le dixième, les 9 premiers, un beau match, c'est un fort, il n'y a rien. Pour expliquer ça, pour en parler longuement, mais en quelques minutes, je voulais revenir. C'est un thème classique que j'aime bien répéter. Peut-être vous l'avez entendu, mais c'est pas grave si vous revient. Un petit ridouche, c'est que le Nisayon, le dixième, il avait quelque chose de miyuchat, de particulier. Pourquoi? Parce que le concept de Misrout Nefesh, c'est un concept qui existe dans les nations. Regardez dans l'histoire des nations, il y a des gens par idéal, ne serait-ce que tout ce que les chrétiens ont fait, ils sont allés dans des pays vraiment de barbares. À un moment, ils ont converti une grosse partie de l'Afrique. Et il y en a beaucoup qui sont morts dans leur idéal. Ils ont été tués. Des étrangers, ils ont été tués. Et ils ont continué, ils ont continué. Donc, faire du prosélytisme, ça s'est vu. C'est hautement. Ça mérite vraiment un compliment. Ça mérite, oui, je crois. Bravo. Vous avez donné pour votre idéal, vous avez donné votre vie. C'est quelque chose qui existe. Dans les guerres, on sait des gens certains sont allés faire la guerre en Espagne en 37 par idéal. Ok. Donc, ça reprend là, on y va? Vous m'entendez? Allez-y. Bon, il faut prier qu'il n'y ait pas d'autres coups de fil, hein, sinon on va être dérangé tout le jour, malheureusement. C'est dommage, hein, ça coupe l'entrain. Ok. Alors, j'étais en train de dire que que je vous a demandé à. Oui, alors j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les nations qui ont donné leur vie pour l'idéal. En 36 en Espagne, les pères blancs en Afrique noire, bon, ils ont donné leur vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce sacrifice qu'a fait Abraham Avinu? Alors là, je vais vous dire très bekitsour, hein, qu'on ait bien ça. Beaucoup de mes farchim parlent de ça, et le rabbi dans le Sikha, il allonge beaucoup sur ce point-là. Ce que Akash Bokhu a demandé à Abraham Avinu, lui a demandé de sacrifier son fils, c'est quelque chose que, Alpi Sechel, de profond, le philosophe le plus profond, ça colle pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ce que Akash Bokhu a demandé à Abraham Avinu, ce qu'Abraham Avinu a trouvé à 3 ans, 40 ans, 48 ans, selon les chitotes, il a trouvé la locoup dans ce monde et Dieu lui a demandé de faire la locoup, de diffuser la locoup, le sentiment divin qu'il y a un Dieu dans ce monde, il faut servir Dieu. Quand vous avez trouvé la vérité, eh ben, il est normal on est prêt à donner sa vie pour sa vérité. Certains n'ont pas le courage, mais j'ai envie de vous dire, c'est naturel. C'est naturel, selon le courage de chacun, mais on donne sa vie à un khayal qui donne sa vie pour protéger son pays, parce qu'il est patriote, parce qu'il aime son pays, donc c'est son idéal, finalement. Il doit rester vivant, on va les bénir qui restent vivants, mais Tachlet, il meurt pour son idéal, pour quelque chose de bien, pour le bien et contre le mal et pour le bien. Donc, il faut rester vivant, encore une fois, mais c'est compréhensible. Mais si maintenant on vous demande, alors que toute votre vie, vous avez répandu la Eloku dans ce monde, toute votre vie, vous avez répandu le Chesed, Chesed l'Abraham, Oev Hashem, le Chesed, le Chesed, le Chesed, et tout à coup, Dieu vous dit de faire exactement le contraire de l'idéal qui vous a insufflé. Ça, c'est pas plus que, c'est pas au-dessus de la compréhension, c'est incompréhensible, incompréhensible. Ça veut dire, et en plus, dans la Sikha, on a besoin des détails. Encore, s'il y avait un grand pirtsoum avec les réseaux sociaux, le monde entier va savoir que Abraham Avinu, pour obéir à Hachem, il a tué son fils. Personne ne va savoir, c'est dans la montagne tout seul. Personne ne va savoir. Qu'est-ce que les gens allaient savoir? Eh ben, le grand Abraham Avinu, il a pris son fils, il a monté dans la montagne, il a pris la tête. Nigmar et sec. Rien. Il n'aurait rien resté de son idéal.
il tue son fils, ça veut dire tout l'idéal pour lequel il a été envoyé dans ce monde, il était éliminé, il n'y a plus rien, plus rien. Alors c'était le seul, hein, Abraham Ivry, il était d'un côté du fleuve, le monde entier contre lui de l'autre côté, tout ça c'est fini. Et Dieu lui dit en d'autres termes, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien, on arrête. Le projet qu'on a, on arrête, on fait le contraire. C'est beaucoup plus qu'au-dessus de la logique et de la raison. Comment vous demandez à quelqu'un qui a un idéal, toute sa vie s'est investi, tout à coup on lui demande le contraire. J'ai en Fourier, je donne souvent un exemple. Imaginez qu'un jour, il y a les 10 Mifsaïm du Rabbi, la 11e. Vous allez dire à tous les gens que vous avez rapprochés que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est des blagues, c'est faux. Ni le Tfilin, ça sert à quelque chose, ni le Shabbat, quelque chose. Impossible pour demander à quelqu'un qui a, dans son berceau, il a été bercé avec ce concept d'aller en Shlichut pour amener les Juifs à la Torah. Tout à coup, on lui dit, va dire à tous les gens que c'est faux. C'est possible. Et quand Abraham, il a dit, Dieu, tu me demandes ça, Ataya Darki. Hachem, il a dit, maintenant je sais. Tu n'as pas fait ça parce que ta yishiout, ta personnalité te demande de faire ça. Tu as fait ça par Avat Hachem, par obéissance pour Hachem, par Bitoul. On est en Chassidut. C'est Bitoul Gamour. Bitoul le Metsiout, il n'existe pas. Lui, il me demande, j'étais envoyé par Hachem pour transformer le monde et développer la Eloku dans le monde. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant que tout ça, c'est fini. Et il a dit oui. C'est comme ça. Alors là, rétroactivement, ça a montré que lorsqu'il a été jeté dans la fournaise ardente, lorsqu'il a laissé sa femme kidnappée dans cette maison de Mouchratim, et tous les autres nissionotes, il n'a pas fait par développement de son idéal, parce que ça correspondait à son moi profond de bonté, de générosité, de chercheur de bien. Il le faisait parce que Dieu a demandé. Dieu, il a dit, je fais. Voilà. Donc maintenant, cette force qu'il a eue, en montrant qu'il était prêt à aller au contraire de toute sa chita, de sa personnalité, il a insufflé, il a donné en héritage à tous ses enfants que nous avons maintenant. C'est pas notre mérite, hein. Le seul mérite, c'est que bon, bah non, on est les descendants d'Abraham Avinu, d'être prêts comme ça à nous sacrifier au-delà du Sechel. Plus de Sechel. Les Shabbats à respecter, quelles que soient les conditions les plus absurdes, les plus folles et tout, je dois respecter ça. Bien sûr, après l'alaha, je parle, quand l'alaha le permet, toujours dans les cas de l'alaha, c'est comme ça, Hachem m'a demandé, je ne cherche pas des cheshbonotes. Avec mes cons, je pourrais dire, ah oui, mais peut-être on peut transiger, négocier, etc. Hachem m'a demandé, je le fais. Et cette force-là, on apporte de Abraham Avinu, qui était prêt à remettre en question toute sa personnalité, sa force. Je ne vous cache pas que ce concept, ça me touche. Oui. Jusqu'où on est capable d'aller au contraire de perdre son kavod, son argent, tout ce qu'on est, sa famille, tout. Hachem, il a dit, c'est tout. Je vais disparaître, on disparaît. Je vais faire, il va y avoir un monde où je n'aurais jamais existé. Hachem m'a demandé, il n'y a pas de question. C'est absurde, il a dit le contraire avant. Voilà, voilà le point que je voulais vous laisser. C'est vraiment à méditer, hein. C'est à méditer, à vivre avec ces concepts, et ça donne une très très grande force, hein, d'aller au bout des forces que Dieu nous a octroyées. C'est comme ça que ça marche. Des forces, mais au moins la vérité on la connaît. Un juif il va jusqu'au bout, et grâce à ça, Baruch Hashem, on est le peuple éternel. Hein. Toutes les nations ont disparu, les Grecs, les Romains, les autres, les Aztèques, et tout. Toutes les civilisations ont disparu. Et celles qui existent encore, mais elles sont en train de partir en déliquescence. Mais quand Israël est là, pourquoi? Parce qu'il s'accroche à la Torah, il s'accroche aux enseignements des patriarches des Omer, de Yosef, et de Moshe, de Aaron, etc., etc. Et de David Améler, le roi, l'ancêtre de Mashiach. Voilà donc le point de la paracha qu'on vient de passer. Ensuite, on va sauter donc à Chaye Sarah et tous les enseignements de Sarah. Donc revenons sur la halachot. Je voudrais donc conclure les principes. Les principes que nous avons donc mis en avant. Avant de commencer l'étude des Mlachot, dans le détail, je vous ai donné donc tout le plan, le pasouk, les 4 grandes catégories de Mlachot. Je vais revenir sur un des principes des Melachot de Shabbat, et qui a des conséquences, vous allez voir, qui s'appelle Davar She'en Mitkaven. Traduction, une chose que je fais sans kavana, sans intention.
Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple, je vais l'expliquer sur un exemple. Je marche sur de l'herbe. Marcher sur de l'herbe, il n'y a pas d'interdiction. Marcher. Il se trouve que quand je marche sur de l'herbe, il y a un risque que j'arrache des brins d'herbe. Premier exemple. Dans la Gemara, on rapporte l'exemple, dans notre jardin, sur la terre, on a un banc, on tire le banc. En tirant le banc, on fait un sillon. Un sillon, c'est le début du travail de la terre. Donc c'est interdit. Mais au moment où je tire le banc, je n'ai aucune intention de faire un sillon. Je le tire tout simplement pour m'asseoir dans un endroit plus confortable. Donc le sillon se fait offan de manière chez En Mitkaben, sans intention. Quand je marche sur l'herbe et que l'herbe se coupe, je le fais sans intention. Le psaque de la Torah, c'est que si il n'y a pas certitude que je coupe de l'herbe à chaque pas que je fais, il n'y a pas certitude que je fasse un sillon chaque fois que je tire le banc, pas sûr, j'ai le droit de le faire. Chaque fois que, quand je fais un acte, permis, marcher, c'est permis, tirer un banc en général, c'est permis, mais qu'en parallèle, il y a une interdiction qui peut se faire, ou un sillon, ou couper de l'herbe, mais que la conséquence en question n'est pas certaine. Le terme technique, c'est l'opsychréché, c'est pas sûr. Pas sûr qu'on coupe la tête dans le mot. C'est pas sûr, c'est permis. Je vais vous apporter un exemple qui va peut-être vous étonner. Vous avez un réfrigérateur avec l'ampoule, vous n'avez pas enlevé l'ampoule. Mais votre réfrigérateur, l'ampoule est mal vissée, ce qui fait que parfois elle allume, mais parfois elle n'allume pas. Il n'y a pas d'interdiction d'ouvrir le réfrigérateur, et même si la lumière s'allume, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'à chaque acte que je fais d'ouvrir le réfrigérateur, on va dire il y a une chance sur deux, pas rentrer dans la statistique, une chance sur deux que ça s'allume. Vous voyez? Eh bien, c'est pas interdit. Pas sûr. Par contre, si quand je fais un acte permis, ouvrir une porte, c'est permis. Ouvrir la porte de mon réfrigérateur, c'est permis s'il n'y a pas l'ampoule. En l'occurrence, il y a une ampoule qui a été mise, et donc chaque fois que je vais ouvrir la porte de mon réfrigérateur, l'ampoule va s'allumer, c'est interdit. Ah, pourtant, ça rentre dans les mots d'avar chez Enmit Kaben. C'est une chose qui a été faite sans kavana. Donc ça devrait être permis. Mais rappelez-vous, il y a une deuxième condition. Premièrement, sans kavana, deuxième condition, que la conséquence interdite n'est pas certaine. Là, quand vous ouvrez la porte du réfrigérateur, c'est sûr que ça s'allume, c'est interdit. Ça s'appelle davar chez Enmit Kaben, psychréché. Traduction des mots araméens, en coupant la tête. En coupant la tête, c'est-à-dire c'est sûr que tu vas faire l'interdiction, c'est interdit. Donc, et prenons un exemple dans le banc dont j'ai parlé tout à l'heure et dans l'herbe. Si je marche sur des hautes herbes, par exemple, très hautes herbes, chaque pas que je ferai sur ces hautes herbes va casser. Or, casser des hautes herbes, c'est le déconnecter du sol. C'est comme si on l'accueillait, c'est interdit. C'est sûr que ça casse, c'est interdit. Si c'est pas sûr, c'est permis. Le banc en question, imaginons que le banc en question soit lourd. Il est lourd de manière que chaque fois que vous tirez ce banc sur la terre, dans votre jardin, vous faites un sillon. Il n'y a pas de sapfek, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est interdit. Voilà. Donc, c'est bien de bien comprendre le yesod, la base de ce raisonnement. Donc, ça veut dire que ça peut arriver que je fasse des actes qui vont engendrer un issour, une interdiction, mais que ce n'est pas ça. Parce que l'interdiction en question, qui se fait en parallèle de l'acte permis, n'est pas certain. C'est quelque chose qui est connu. Ce que je vais vous ajouter, une chose un peu moins connue, c'est la suivante. Si chacun sait qu'on en a parlé déjà, qu'il y a une interdiction des rabbanan qui s'appelle Amira Lenochri, demander à un non-juif de faire une mlacha pour nous. Demander à un juif d'allumer la lumière, d'allumer le feu, de cuire pour nous, interdit. Pas mis la Torah n'interdit pas à un juif de demander à un non-juif de travailler pour lui. Elle interdit de demander à son serviteur, son esclave, sa femme, ses enfants, ses animaux, tout ce qui m'appartient, mais le goy ne nous appartient pas. Il est indépendant de nous.
quand il allume pour moi, on fait ce qu'il fait pour lui. Donc la Torah n'interdit pas. Mais les Chachamim interdisent. Maintenant, je vous dis le klal, c'est que psy chrétien, aller des goy, moutard, enfin, un terme un peu barbare. Quand je suis dans une situation que je viens d'expliquer, à savoir demander de tirer un banc très lourd, donc il va faire un sillon. Marcher sur de l'herbe haute, c'est sûr, je vais couper. Mais c'est interdit, parce que c'est sûr que l'interdiction se fait. Mais si on demande cette chose-là à un non-juif, c'est permis. On va expliquer le comment, le pourquoi. Pourquoi c'est permis? Parce que, en fait, ce que je demande au non-juif quand je lui demande de marcher sur l'herbe ou de tirer le banc, c'est pas quelque chose qui est éminemment interdit. Marcher, c'est interdit. Tirer un banc, c'est pas interdit. Seulement, les conditions sont telles, les paramètres sont tels maintenant que l'interdiction va se faire. Mais dans la mesure où la chose que je demande aux non-juifs, c'est quelque chose de permis, le fait qu'il y ait en parallèle l'interdiction qui se fait, n'est pas interdit. Je vous donne un exemple très, très concret de ce que je suis en train de dire. Vous avez votre réfrigérateur avec l'ampoule dedans. Et vous avez oublié d'enlever l'ampoule. Donc, si vous ouvrez le réfrigérateur, l'ampoule s'allume. Interdit. Ah, c'est d'avoir Shalmit Kaven, c'est quelque chose que je n'ai pas de Kavana, certes. Mais c'est sûr que la chose va se faire. Donc, c'est en fait comme si j'avais une Kavana. C'est sûr que ça va se faire. Donc, je n'ai pas le droit d'ouvrir le frigo. Mais demander à un non-juif d'ouvrir le frigo, c'est permis. On va me dire, oui, mais quand il va ouvrir le frigo, la lumière va s'allumer. Oui. Mais dans la mesure, moi, ce que je lui demande, c'est un acte éminemment permis d'ouvrir une porte, et qu'en parallèle, il y a la lumière qui s'allume, c'est pas interdit. Il y a un accord de ça. C'est à la que je viens de vous dire, c'est discussion dans les postes. Pas tous les postes sont d'accord, mais le rove des postes sont d'accord. Un cas je crois, Narour, hein, je pense chez Madrash Gimel, c'est marqué que on avait le droit de demander à un non-juif d'allumer les fourneaux quand il fait froid en hiver. J'ai l'occasion de parler de ça. Que à Kol, Cholim et Teltina, on est tous considérés comme malades quand il fait froid. Donc, quand le bûcher, enfin le feu s'éteint, le feu qui chauffe la maison s'éteint en hiver, on a le droit de demander à un non-juif d'allumer la cheminée, d'allumer le chauffage. Si le compteur qui a sauté et qu'on a un chauffage électrique à la maison, on peut demander au non-juif d'appuyer sur le bouton de remettre en marche. Mec, ça y sautera. Parce qu'on est considéré comme malade par rapport au foie. Maintenant, sur le fourneau en question, le cas qui est marqué dans le chrono, il y avait un repas froid cru. Donc, lorsque le non-juif allume le fourneau pour chauffer la maison, ça c'est permis, on a dit. Parce qu'on est tous malades quand il fait froid. Mais en parallèle, il y a un repas qui se cuit. Mais quand le gars il a allumé le fourneau, c'était essentiellement parce qu'on a demandé d'allumer le fourneau pour chauffer la maison. Mais en parallèle, le repas se cuit, et bien c'est permis. J'aurais, en aucune manière, j'aurais le droit de demander aux non-juifs de chauffer le repas, de cuire le repas. C'est interdit, ça admire les goy. Mais je ne lui demande pas de chauffer de cuire le repas. Je lui demande d'allumer le fourneau pour chauffer la maison. Ça, c'est permis. En parallèle, il y a l'interdiction de cuire la nourriture, c'est permis. Voilà, c'est le parallèle entre l'accord de ce deal, je répète le mot un peu à l'Afrique comme ça, psychréché à l'idégoï. Quand on fait une interdiction en parallèle avec un acte permis, mais pas un goy, c'est permis. Moi, je n'ai pas le droit de le faire. Allumer le fourneau, allumer le fourneau, on va prendre le cas du réfrigérateur. Ouvrir le réfrigérateur avec l'ampoule, c'est interdit. Parce que c'est sûr que l'ampoule s'allume. Mais demander à un non-juif d'ouvrir le frigo, bien que je sache que l'ampoule va s'allumer, c'est permis. La chose que je demande est en soi permis, BSM, en soi. Et le parallèle, c'est pas grave, même que c'est sûr que ça se fait parce que c'est à l'Egoï. La Amiral Egoï, le dibour, la parole que j'ai demandé aux non-juifs, c'est une parole qui en soi est permise, ouvrir une porte. Voilà. Retenez cette halakha, elle est intéressante. Ça s'appelle donc psychréché
Allez, les goy. Toujours dans les généralités, je vais me garder un petit quart d'heure en fin de shiur pour commencer une introduction sur les brachot. Ça va être complètement hors sujet, mais c'est bien de faire de temps en temps des parenthèses, hein, pas toujours rester sur Hilchot Shabbat. Et il y a d'autres isurim, de manière générale, qui s'appellent Uvdin Dechol. Uvdin Dechol, mot à mot, des actes qui sont un peu chol. C'est pas interdit en soi, mais ça ressemble à un acte de chol. Je vous donne un exemple. On a déjà étudié, et on reviendra dessus, il y a une mélacha qui s'appelle tochen, moudre. Donc faire des carottes râpées, c'est interdit, faire des pommes de terre râpées, c'est interdit. Bon, il y a des conditions permises, je ne reviens pas sur les détails, avec chez nous et tout, on ne revient pas sur les détails, mais de manière générale, il y a une mélacha qui s'appelle tochen, moudre. Et à plus forte raison, je n'ai pas le droit de prendre un légume, prendre un légume de l'ail et de l'oignon coupé en tout petits morceaux, c'est interdit. À plus forte raison avec une râpe, avec l'instrument pour ça. Maintenant, nous avions vu, donc, les années passées, que les aliments qui ne poussent pas de la terre, ne sont pas guidoulés carcas, le poisson, la viande, des œufs, par exemple, eh bien, ces aliments, il n'y a pas l'interdiction de l'autochène. La Torah a décidé que tochen, ce sont tous les fruits, légumes et toutes les choses qui poussent dans la terre. Un œuf, ça ne pousse pas dans la terre. Donc, il n'y a aucune interdiction d'écraser un œuf à la fourchette de manière normale, d'écraser des œufs de mimosa, des œufs écrasés. Maintenant, une personne, elle a pris une râpe, plus pratique, plus rapide pour lui, et elle râpe et coupe ses œufs avec une râpe. Et bien ça rentre dans l'interdiction des rabbanans, il s'appelle Ouvdin de Chol, un acte de Chol. Parce qu'une râpe, c'est un ustensile de melacha en général. Et même que je l'utilise pour faire autre chose qu'une melacha, puisque écraser un œuf, c'est permis, mais comme je le fais avec cet instrument qui rappelle la source de l'interdiction de moudre, l'interdit, ça s'appelle Ouvdin de Chol. Bien savoir ça aussi, parce que des fois, les gens demandent, bah, puis, pourquoi je ne veux pas utiliser une râpe dans la mesure où, de toute façon, écraser des œufs, c'est permis. Enfin, ça, c'est un autre ISO qui s'appelle Oudin Derol. Euh, pour terminer donc euh, je voudrais vous rappeler que lorsqu'une melacha se fait habituellement par une personne, porter un petit sac, un livre, si on le porte à deux, Shnaim Shasawa, c'est interdit Midirabanan seulement, la Torah n'interdit pas. Pourquoi? Parce que c'est une manière inhabituelle de le faire. Et nous avions vu, je vous l'ai rappelé, je pense, la semaine dernière, que nous avons le droit de faire un Issour des Rabanan avec chinouille pour un cholé qualité. Je l'ai dit, répété, j'espère que c'est clair pour tous. Exemple classique, dans une petite ville comme Yergaunois, une petite banlieue, nous considérons que c'est un carmélite. Ce n'est pas interdit Minatora de porter, tant qu'on n'est pas sur les Champs-Élysées ou à Manhattan, dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc, j'ai besoin d'un médicament pour un malade à la maison. Pas de sakana, sakana, tout est permis. Illégalité. Illégalité, eh bien, j'ai une solution. Je peux aller chez le pharmacien. Je vous passe comment payer tout ça, c'est une autre question. Disons qu'on connaît le pharmacien, il a confiance, il nous donne les médicaments, on viendra payer dimanche. Eh bien, vous pouvez porter ce médicament à deux. Petit sac, porter à deux. Parce que porter à deux, c'est inhabituel, c'est un chinouille. Je vous ai apporté l'exemple, mettre sous le chapeau, sous les aisselles. Mais c'est très pratique. Des fois, ça m'est arrivé. Il y a une fois un massé, on a été obligé de porter quelque chose à des gens qui étaient à l'hôpital. Eh bien, on était deux personnes, le petit sac, on l'a porté à deux. C'est un peu ridicule, mais précisément, c'est parce que c'était ridicule que ça montrait bien que c'était un chinois, c'était pas inhabituel. Ouais, c'était inhabituel. Voilà, encore un détail de ces clanim, non, de Ilhot Shabbat. Et ensuite, bon, je vous répète rapidement, hein, souvent je me répète, mais Chazorba be Chazorba, il faut absolument que ce soit Shanoui be Yadeno, que quand l'histoire arrive, on sache quoi faire. Je vous rappelle que si on fait un Issour des Rabanan Beshogeg, Bediavad, on peut profiter.
Par exemple, porter dans la rue, vous avez porté à la choule, vous êtes allé à la choule avec un mouchoir dans la poche, ou un bonbon dans la poche, c'est interdit des rabanades, vous avez complètement oublié, c'était Béchoquet. En arrivant à la choule, pour utiliser le mouchoir. Si on a fait un issour de la Torah, on a posé, on a allumé une lumière, on a allumé un feu, on a allumé une bougie, on a marché sur les Champs-Élysées, c'est Réchout Arabim, on a fait un issour Torah, c'est interdit. Quelqu'un vous amène un paquet de gâteaux, et il a marché sur les Champs-Élysées, je n'ai pas le droit de manger de ce paquet de gâteaux. Ça, c'est donc le issour d'être né, de profiter de Melechet Shabbat. Bien, ça fait cette chose-là. Et pour finir, donc, je vous rappelle, c'est la qu'on utilise, j'ai envie de vous dire, pratiquement tous les Shabbats, c'est demander à un non-juif d'aller chercher quelque chose dans du mashké, des halotes, etc. Parce que porter dans la rue, c'est midera banane. Demander à un goy, c'est midera banane. Donc, demander à un non-juif de rapporter, c'est double des rabanan. C'est ce que nous avons appelé shvout des shvout. Des rabanan sur des rabanan, les tzorech mitzvah, pour le halot, du vin, c'est mitzvah. Voilà, je boucle donc mes clalim, mes généralités. Hein. On reviendra encore, j'en rajouterai. Et voilà, je vous ai passé en revue à peu près toutes les généralités. Avant de passer à autre chose, j'attends vos questions. Allez-y. Oui, bonsoir. Bon, Bonsoir, Rav. oui. J'avais une question, je ne sais pas si c'est trop en rapport avec ce que vous dites. Concernant le frigo, j'ai bien compris qu'il fallait, que c'était interdit que le frigo s'enclenche quand on ouvre le frigo. C'est-à-dire quand je vais, le frigo n'est pas enclenché, je vais attendre qu'il ne soit pas enclenché pour pouvoir ouvrir le frigo. Et ça peut arriver une fois sur, je sais pas, une fois sur deux ou pas, que au moment où j'ai ouvert, ça s'est enclenché. Donc, est-ce qu'il y a une autorisation ou alors là, c'est un problème? Écoutez, si vous le faites rapidement, c'est-à-dire que vous ne laissez pas longtemps le frigo ouvert, donc c'est intéressant votre question, elle touche la première halakha que j'ai dite, à savoir que c'est d'avoir chez Kaven, et c'est pas psychréché, c'est pas sûr qu'ils se mettent. Dans la mesure où Voilà, c'est ça. c'est allé très très vite, oui, ça sera permis. Mais Voilà. même si c'est enclenché, euh, Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand c'est pas sûr, c'est permis. oui, Ça veut dire, malgré le fait que ça peut arriver, tirer oui, le banc et faire un sillon, il y a une chance sur deux qu'il se fasse. Je vous dis, oui. peut-être qu'il va se faire. Même s'il se fait, c'est permis, parce que quand je l'ai fait, c'était pas certain qu'il se fasse. Donc, je vais pouvoir refermer le frigo normalement. Oui. Ah, d'accord, ok. Très bien. Bon. Euh, En 2 mots pour le frigo, madame, si un jour vous avez vraiment, vraiment besoin, il tarde à se mettre en marche, là, le moteur à deux mains, ce que vous faites, en principe, vous savez où sont les objets que vous cherchez, vous l'ouvrez, une oui, fraction de seconde, vous prenez, vous fermez. En général, c'est. oui, c'est ce que j'essaye de faire assez rapidement, oui. C'est ce que... Voilà. Et maintenant, une question qui n'a rien à voir. Est-ce que j'ai le droit de ranger de la nourriture dans le frigo, même si c'est pas forcément dans le besoin de Shabbat, Oui. pour le Mais bon, besoin de Shabbat? Il n'y a vous pas de avez- problème, je peux... ah, ouais. Ah, ok. Oh, Je vous donne en gros l'idée. oui, En gros, l'idée, c'est que ce sont des actes qu'on a l'habitude de faire normalement. Je vous donne des cas très simples. Disons que vous avez fini le repas, ben vous mettez les sièges en place. Allez, ben, oui, il dit, je ne le fais pas pour Shabbat, je le fais pour que ce soit rangé. Mais en fait, c'est des actes qu'on fait. On n'a aucune kavana de préparer pour après Shabbat. oui, Normalement, vous finissez votre repas, vous rangez les chaises. C'est ce que je veux oui. dire. C'est pas du tout Hmm, considéré comme une préparation. Ces gens-là. Donc, quand on met d'accord. toujours au frigo, on fait un repas, on met au frigo. C'est pas Oui, pour, voilà. pour le lendemain. C'est sa place, c'est tout. Donc, on le met Ah, à sa voilà. Très place. bien. Ok, merci, Rav. Je vous en prie. Allez-y. Autre question. Bonsoir, Rav. Juste, là, on est bien d'accord que vous avez dit si la lumière, des fois elle s'allume pas, ou si on peut refermer la lumière, elle est claire dans le frigidaire, on pourrait refermer la porte. Dans la mesure où j'ai le même éther, dans la mesure où on referme, c'est pas sûr ni qu'il s'allume et qu'il s'éteint, donc je peux. Ouais. Et on pourrait le rouvrir 10 minutes après. Oui, oui, oui. Dans la mesure où à chaque fois que je le fais, c'est comme l'histoire de marcher sur de l'herbe. De marcher sur de l'herbe. Quand vous marchez Ouais. une demi-heure sur l'herbe, c'est sûr que vous allez avoir dans vos semelles des brins d'herbe, c'est évident, au bout d'une demi-heure. Mais Et pour les bêtes. chaque pas que vous faites, c'est pas sûr. Donc, Ouais. chaque pas que je fais, j'ai le droit de le faire.
Ok. Et pour les bêtes, quand on marche sur l'herbe, il n'y a pas de problème si on les écrase ou quoi? Pas de C'est problème? pas c'est pas sûr. Ouais, c'est pareil. C'est le même principe. C'est pas sûr. Et puis, si vous marchez maintenant sur une fourmilière, à chaque pas que vous faites, vous accréditez des fourmis, non, ça prend bien autre chemin. Ok. J'ai compris. Non, Et concernant le froid, que c'est considéré qu'on est malade, est-ce que dans le contraire, en cas de canicule, le Masgan il s'est arrêté, etc., on pourrait demander de rallumer le. Est-ce que ça marche la canicule aussi comme le froid ou... je vais vous répondre. La canicule, ça marche. La canicule. La canicule, c'est la canicule. Hein. Ça veut dire vraiment. Oui, Ça, mais canicule, c'est quoi? 35? voilà, c'est ça que je C'est vous dis. quoi? Le froid, c'est admis. Hein. Il fait froid à la maison, c'est insupportable. Ouais. Bon, maintenant, la chaleur, bon, ça dépend. Si c'est vraiment ce qu'on appelle la canicule, c'est insupportable. Là, vous avez le droit. Maintenant, si Ok. vous sentez que c'est un confort, non. Je sais quand dans la choule, on permet, parce que dans la choule, la vérité, avec la présence des gens, et quand il fait chaud à l'extérieur, et que dedans, il y avait 100, 150 personnes, c'est insupportable. Vous voyez, rien, les gens ouvrent les portes et tout. Donc là, on considère en général que c'est sûr qu'on est indisposé, et donc on est un peu malade de ça. On demande. On a l'habitude de demander au goy en été quand il y a beaucoup de monde. Ok. Ok. En tout cas, pour le frigidaire, c'est vraiment un chidouche, hein, parce que Qu'est-ce qu'un chidouche? Excusez-moi. pour le frigidaire, pour la porte, que si on a un problème avec la lumière et qu'on savait pas, qu'on n'a pas fait attention, on pourrait. Ouais. Non, je dis bien attention, hein, une lumière que c'est pas sûr qu'elle s'allume, hein, c'est-à-dire elle est Oui, mal oui, branchée. c'est sûr. Ouais, ouais. Razak, merci beaucoup. Allez, autre question, allez-y. De toute façon, les questions, vous les écrivez. Toute l'année, vous pouvez me poser ces questions. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps. C'est comme Ben Hashmashot. Et tout le temps, on a ce problème-là, les gens qui arrivent en retard. Est-ce qu'on Ben Hashmashot, il y a un tas de choses à faire à la maison. Ça y est, le Shabbat est rentré, la femme de ménage est à la maison. C'est quand même très, très, très pratique de savoir qu'on peut demander à la femme de ménage de faire même un Issour Torah Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre la Shkia et la sortie des étoiles. Demander à la femme de ménage d'allumer les lumières, des toilettes, la cuisine, etc., d'éteindre, de brancher la plata. Non, vous voyez, il faut bien, bien avoir ça en tête. Donc, on est Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laïla, c'est un douce. On a le droit de. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, encore une fois. Mais malgré tout, il faut savoir que Ben Hashmashot, on peut demander, et je vous dis le gros ridouche, que même si la maman n'a pas allumé, elle peut demander à une Goya d'allumer les bougies de Shabbat Ben Hashmashot. Et c'est la maman qui fait la bracha. Parce que le Icar de la mitzvah, c'est pas seulement l'acte d'allumer, c'est d'être éclairé. Donc, je fais la bracha sur le fait que ma maison est éclairée. Allez-y, autre question. Sinon, on commence à parler d'un autre sujet. C'est bon? C'est clair? Alors, on avance. Écoutez, j'ai eu plusieurs questions. Je rapatite juste avant de commencer le chiour. J'ai eu une question sur les brachot. Souvent, les gens demandent comment faire les brachot et quels sont les brachot qui acquittent telle chose, quelles sont les conditions. On a oublié, on en a changé de lieu. Il y a de nombreuses questions. Donc, en quelques minutes, je vais tâcher de vous donner certains grands klalim et sachez que faire attention aux brachot, c'est une marque de raffinement. C'est une marque de quelqu'un qui fait attention. C'est un Eved Hashem, qu'on est toujours bord d'Hachem. Un exemple parmi des centaines. Je peux manger un fruit, je le prends avec la main droite. Quelqu'un qui prend avec la main gauche, c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien le Shulchan Aruch. Vous voyez, c'est un petit détail parmi d'autres. Vous voyez, des personnes, on les observe, on sent que tous leurs gestes, des fois c'est instinctif, avec le temps, on n'y réfléchit plus. Mais de manière instinctive, eh bien, il va prendre la pomme avec la main droite. Première chose. D'instinct aussi, il va faire la bracha sur la pomme entière. Il n'y a pas d'abord la couper et ensuite faire la bracha. Pourquoi? Parce que il est préférable, c'est une adifout, ça marche dans les deux cas bien sûr, mais une adifout, c'est un chevar, c'est une louange que l'on donne à Dieu lorsque la nourriture qu'il nous a octroyée, elle est entière, elle est shlema, ce qu'on appelle shlema. D'ailleurs, le makor des brachot, c'est le fameux passou qui dit la Hashem haaret umloa, toute la terre et tout ce que contient la terre appartient à Hachem. Et ça veut dire ça appartient à Hachem, ça veut dire c'est Ekdesh.
c'est simple. Ça appartient à Dieu. Et Dieu nous permet de manger à sa table, à Takad Rahmana Kassam Kenan, manger à sa table, mais il demande une condition, faites une bracha. Comme Abraham Avinu à tous ses invités, il dit, je viens vous donner à manger, mais vous faites Birkat Amazon. Cette bracha, donc, enlève ce statut de Ekdesh et le rend Choulin, le rend Chol. Donc, pour faire la brachot, il faut les faire avec toutes les conditions qu'on va dire. Bon, je vous donne les deux pour l'instant. A priori, donc, c'est on prend le fruit, la tomate, l'aliment avec la main droite, un gaucher avec la main gauche, main droitier avec la main droite, et il mange le fruit entier. C'est bien de savoir que éplucher un fruit, une pomme par exemple, n'est pas considéré comme lui enlever sa shlemout, le fait qu'il soit entier. Surtout que de nos jours, les pots, bon, il y a des insecticides et tout, c'est bien ou bien de bien nettoyer ou bien d'éplucher. Éplucher, c'est pas considéré comme pas entier, c'est toujours entier. Donc, vous épluchez votre pomme, elle est entière, et vous faites la bracha. Bon. Et donc, c'est beaucoup mieux que de la couper en petits morceaux et puis de manger. Encore une fois, si vous avez coupé, bon, mais si la pomme est déjà coupée, on la mange quand même. Mais voilà, ça c'est la première chose. Autre zéot, une chose sur laquelle il faut faire attention, et ça aussi, on a du mal à le faire, c'est une avoda. Avant de faire la bracha, en une fraction de seconde, essayez de penser à quelle bracha je vais dire. Je vous dis ça parce que j'ai vu, hein, on observe, personne qui fait Baruch Hashem, puis s'arrête quelques secondes, il réfléchit. Après avoir dit le Shem Hashem, il dit ah oui, mais j'ai une orange ou une tomate, donc je fais tel ou tel bracha. Lorsqu'on dit le Shem Hashem, il faut déjà avoir pensé à l'aliment qu'on va manger, de telle sorte que le Shem Hashem est prononcé, le Shevar d'Hashem, la louange que l'on donne à Dieu, soit faite sur tel aliment. Je sais ce que je vais dire, moment où, juste avant de manger. Bon, si on a pensé à ça, ça marche quand même. Mais voilà, ça c'est la troisième chose et il faut faire attention. C'est vrai que c'est pas facile. On est pour pressé, on a pour brachot. J'ai envie de vous dire, vous allez aux toilettes, à la toilette, d'instinct, ça. Avant de commencer à ça, de telle sorte que quand vous dites le nom d'Hachem, dans votre tête, vous dites Hachayat, je vais faire ça. De telle sorte que quand vous dites le Shem Hachem, vous dites avec la kavana de ce qui va suivre, Hachayat, etc. Troisième chose. Quatrième halakha, encore une fois, hein, je pense que vous connaissez ceci, mais toujours bien de répéter. S'il y a un deuxième aliment que je veux manger, et qui a la même bracha que le premier, je fais haet sur une pomme, et je veux qu'elle tombe sur une orange. Alors j'ai deux solutions. Ou bien j'ai la kavana de manger la deuxième fruit, ou bien pas forcément que j'ai la kavana, mais le deuxième fruit est sur la table. Ça veut dire, si vous avez fait haet sur une pomme et sur la table, il y a un panier avec d'autres fruits, le haet que vous avez sur la pomme, elle tombe sur les autres fruits qui sont devant vous. On dit les fruits qui sont les fanaves dans la bracha de la première. Ou bien, vous avez fait haet sur la pomme, et à la cuisine, il y a des oranges. Et vous avez la kavana. Dans la mesure où votre bracha elle tombe sur la pomme que j'ai devant moi, elle tombe aussi, grâce à la kavana, sur une pomme qui n'est pas devant moi. Je dis bien, parce qu'elle tombe sur la pomme qui est devant moi, elle tombe sur l'orange qui est à la cuisine. Cela veut dire que si le fruit en question n'est pas devant vous, la kavana ne sert pas. Il ne faut pas faire la salle à manger, et puis je vais chercher le fruit à la cuisine. Vous voyez? La kavana, voilà.
Alors, donc encore une petite halakha, elles sont petites, mais elles sont chashuvot, ça arrive tout le temps. Donc une petite halakha. Imaginons par exemple que vous preniez un fruit, vous faites la bracha, et le fruit tombe devant vous. Il s'est abîmé, je ne peux plus le ramasser et faire la bracha. Ou bien je prends un verre d'eau, ou je fais chez Akol, hop, quelqu'un me bouscule, le verre tombe par terre. Est-ce que j'ai un moyen de rattraper la bracha ou non? Ça y est, j'ai fait bracha la bracha. Ça va dépendre de la condition suivante. Si devant moi, il y avait ce liquide en question que je suis en train de boire, ou ce fruit que je suis en train de manger et qui est tombé par terre, qui est abîmé et qui n'est pas mangeable. Donc, Bestam, la bracha que j'ai faite sur ma pomme, elle tombe aussi sur les fruits qui sont devant moi. Donc, je laisse, si j'ose dire, tomber la première, je vais chercher une deuxième et je la mange. Comme ça, je n'aurais pas fait bracha levatala. De même, si du vin, le verre de vin est tombé, j'étais bousculé, je prends tout de suite encore un peu de vin de la bouteille qui était devant moi, et donc même sans kavana, bestam, j'ai eu la kavana de prendre, donc je bois du vin et j'ai pas fait bracha levatala. Mais si, le verre est tombé, il n'y a pas de vin devant moi, il n'y a pas d'eau devant moi. Ça ne sert à rien de dire ah, je vais courir à la cuisine ou au frigo, je vais me chercher encore de l'eau, encore du vin pour boire et ne pas faire bracha levatala. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'étant donné que ce vin en question, cette eau en question, cette pomme en question n'était pas devant moi, elle était à la cuisine, donc ma bracha, malheureusement, elle n'a pas eu d'effet, et donc j'aurais fait bracha levatala. Et encore ce petit détail. Dit Baruch Shem Kevod. Oui, mais vous savez, bon, Shem Kebot, c'est un tikkun, mais c'est pas un vrai tikkun. Enfin, on a quand même fait. Vous savez, ça, bracha de Batala, ça veut dire j'ai fait une avéra et bon, je demande pardon. Bon, c'est vrai que c'est Béchogeg et tout, mais c'est pas une réparation, vous voyez. C'est bon, c'est un petit. Un caparant, on va dire. C'est pas une réparation réelle. Alors, maintenant, une dernière là, sur ces petits détails-là. Il faut savoir que quand on fait une bracha, il ne faut pas faire de F-sec. Il ne faut pas faire de F-sec. Ça veut dire que quand j'ai fait Boré Payret, je ne peux pas commencer ensuite à faire des cheshbonot kabbalistiques sur le birour de la pomme. J'ai fait la bracha, je croque dedans. Voilà. Les khatrila, il n'y a pas de sec. Bediavat, si j'ai eu un fixe, voilà. Je suis resté quelques secondes, même une minute comme ça, à observer ma pomme, avec la bracha suspendue. Tant qu'il n'y a pas eu un F-sec dans le dibour, je peux manger la pomme. Si par contre, j'ai dit n'importe quel mot qui n'ait aucun rapport avec la pomme en question, rien. Hein, j'ai entendu quelqu'un qui fait une bracha, j'ai dit. Alors là, ça a cassé le rapport entre la bracha et le fruit, et donc je suis obligé de recommencer la bracha. Si par contre, j'ai dit une parole qui a à voir avec la bracha et la pomme que je mange, l'exemple beaucoup plus classique, c'est un peu théorique ce que je vous dis, c'est que vous avez fait Boré Payret, vendredi soir, excusez-moi, vous voulez dire à moti, mais vous avez fait moti, et il se trouve qu'il n'y a pas de sel à la table. Alors, en général, on fait un petit signe, on demande à un enfant ou à la maman, ou lui-même, il va chercher du sel. Mais imaginez qu'il a sorti de sa bouche, amenez le sel. Il a fait Baou Chata Hashem, Amoti Naret, il a dit la parole, il a parlé, il a fait un sec, il a dit allez chercher le sel. Ça, c'est pas considéré comme un sec, le diable. Sauf finalement, je demande du sel pour faire la mitzvah de manger du pain avec une bracha. Mais si j'ai dit une autre parole qui a strictement rien à voir avec mon moti, alors là, c'est tout à fait problématique et donc j'ai perdu la bracha. Pareil pour le miel. Dans tous les cas, voilà, le miel, par exemple, demande le miel, ça marche. Maintenant, une chose que je voulais vous dire, qu'il y a beaucoup d'erreurs, je pense que vous allez apprécier cette halakha. Ce que nous appelons F-sec, c'est une parole étrangère entre la bracha et la consommation. Puis bracha, j'ai dit des choses, donc, ou bien j'ai entendu le tonnerre. Hein, j'entends le tonnerre. Je dis chez Kocho, Gurato, Maléodam. J'ai perdu la bracha, je ne faut pas. Il faut croquer après, vous faites chez Kocho.
Ça, c'est de manière générale, lorsque il y a une interruption entre la bracha et la consommation, c'est une interruption. Maintenant, j'ai vu des gens, de la chose suivante, ils font de l'etilat adayim, ils vont à table, et puis il y a une parole comme ça qui sort de leur bouche. Ils vont aller faire une etilat adayim. Ça, c'est une erreur. C'est vrai qu'il ne faut pas parler, on fait une etilat, on va faire motif, c'est certain, on ne parle pas. Mais si quelqu'un a parlé, il n'y a pas une bracha qui a été dite et qui n'a pas été suivie de la mitzvah. Vous avez fait un etilat et vous êtes séché des mains. Donc, il n'y a pas eu d'interruption. Maintenant, il y a une interruption entre la fin d'une etilat et la consommation du pain. Certes, et il n'y a aucune raison de refaire une etilat. Ce n'est pas en disant ce mot que vos mains se sont salies. Recommencer à faire un etilat adaïm, ça veut dire qu'on a considéré que les mains se sont salies. Elles ne sont pas salies, elles sont toujours propres, elles sont tahor. Donc, il n'y a aucun ignan d'ailleurs. Comment tu dis ça? Parce que je vois souvent des gens, ils retournent 2 fois comme ça, des grands martyrs, ils retournent. Pourquoi tu retournes? Elle dit parce que j'ai parlé. Mais tu n'as pas retourné faire Netilat Adayim. Si maintenant tu as fait Netilat, et puis au moment d'essuyer des mains, tu as touché quelque chose de ta main, ok, c'est autre chose, ça a rendu tes mains ta main. Ou bien tu as fait Amoti et tu as parlé avant de manger le pain. Certes, c'est une interruption. Mais entre la fin de la Netilat et le début de la consommation du pain, les ratrila, on n'interrompt pas, mais s'il y a une interruption, même pour une parole qui n'a rien à voir, on ne recommence pas la Netilat. Et à plus forte raison, la bracha, parce que les mains sont théorotes, c'est tout. Voilà. Est-ce que. Posez-moi vos questions, je sais que ça va étonner certains ce que je viens de dire, donc posez-moi vos questions. Alors, concernant le Netilat, quand on a parlé, toute ma vie, j'ai vu ça et toute ma vie, je l'ai fait quand c'est arrivé. C'est exceptionnel ce que vous venez de dire, exceptionnel. Voilà. Mais donc on ne fait rien en vrai, il n'y a rien à faire. Retourner se laver les mains, c'est sans intérêt. Quoi. Vous êtes d'accord, c'est absurde. Je ne sais pas, j'ai toujours vu comme ça toute ma vie, donc moi je l'ai fait, mais. Voilà. Et ben voilà, vous savez, l'erreur vient du fait que c'est un F-sec, mais le fait de recommencer à faire Netilat, ça vous amène quoi? Que vos mains sont un peu plus théorotes. Elles sont théorotes. C'est parce comme on fait Netilat pour manger le pain et qu'on a parlé, alors je ne sais pas, pour moi c'était quelque chose de. Mais il n'y a aucun intérêt. En fait, on fait rien, on mange et c'est tout. Quoi. On a fait une bêtise, c'est tout. Vos mains, si maintenant vous avez touché, vous êtes gratté le dos par exemple, vos mains sont devenues tméotes, vous recommencez, ça sert. Mais si vos mains sont toujours propres, le fait d'avoir parlé, elles sont toujours propres, il n'y a pas besoin de recommencer. Donc en fait, on a parlé, c'est tout, il n'y a plus rien à faire. Quoi. Voilà, on va faire tchouva sur le fait c'est ça, il y a que tchouva à faire. On a validé le Netilat, c'est ça. Ok, j'ai compris. Voilà. Et concernant le tonnerre, vous avez dit quoi? La bracha, on peut la faire qu'après, on ne peut pas la faire autrement. On l'a entendu, c'est ça que vous avez dit? Oui, mais si j'ai fait Boré Periaet, je n'ai pas croqué la pomme et j'entends le tonnerre. Ah oui, on mange d'abord la pomme avant de faire le tonnerre. Bah, oui. Sinon, c'est pas là. Ah ouais, ok. Oui. Sauf si maintenant, la pomme, vous dites quelque chose qui a un rapport avec la pomme elle-même. Vous demandez à quelqu'un, est-ce qu'elle est lavée? Vous voyez, vous êtes MacPie sur l'hygiène, est-ce qu'elle a été lavée? Oui, ça concerne votre pomme. Mais si c'est le tonnerre, c'est complètement hors sujet. Donc, c'est sec. Ok. Autre question? Bon, je vois Baruch Hashem, hein, on apprend, hein, oui, on apprend à tout âge. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok, alors si c'est. Voilà, l'heure s'écoule très très vite. Donc, on va continuer Bezat Hashem la semaine prochaine, un petit peu les brachot, et puis on va reprendre notre cycle de Shabbat. Mais je pense que les brachot, ça fait du bien. Donc, c'est encore un peu les. Ça ne finit. Ouais, ça me fait 3 fois. Exceptionnel. Que Dieu le bénisse. Je vais m'occuper de lui. Allez, des bonnes nouvelles, Shavuot. Au revoir, Shavuot.